François Bayrou joue son va-tout sur les budgets 2025. 2,49,3 coup sur coup cet après-midi, qui en appelleront peut-être d'autres. Il place en arbitre les socialistes qui ont accepté de négocier avec lui. Il compte surtout sur la solidité du bloc présidentiel avec l'un de ses proches, Marc Fesneau, président des députés Modem, qui se retrouve au cœur des débats. Marc Fesneau est l'invité de LCP, l'indice et politique de ce lundi 2 février 2025. L'indice et politique de ce lundi 3 février 2025. Bonsoir et merci d'être avec nous, Marc Fesneau. Je vais vous présenter tout de suite tous ceux qui vont vous interroger à mes côtés au cours de cette émission. Clément Méric de LCP, Audrey Tison de France Info et Laurent Farc de Challenge. Bonsoir à tous les trois. Et Hugo Couturier, Hugo au perchoir, bonsoir Hugo, qui fera remonter tous les commentaires, toutes les questions qui interviendront en direct sur la chaîne LCP Assemblée nationale, la chaîne Twitch. Avec vous, Marc Fesneau, on va évidemment parler beaucoup de budget, de la situation politique du moment, et puis des mois et des années à venir, parce que certains ont déjà la présidentielle en tête. Je sais, vous allez nous dire c'est beaucoup trop tôt, mais il y a quand même des enjeux dont on va parler. Et puis on va parler d'agriculture, un sujet que vous connaissez bien pour avoir eu ce portefeuille ministériel il y a quelques mois encore, avec Timothée Dufour, avocat, qui sera là sur le plateau. Il a, lui, à cœur de défendre les agriculteurs, écrasés, dit-il, par les lois, les réglementations, les taxes. Comme il l'avait annoncé hier dans la presse, déjà, avant même de s'adresser aux députés, François Bayrou a confirmé à la tribune cet après-midi de l'Assemblée nationale qu'il déclenchait le 49.3 pour le budget 2025 et pour celui de la sécurité sociale. Un 2 en 1, le Premier ministre estime qu'il y a urgence. Est-ce que ce budget est parfait? Non. Aucun d'entre nous ne le trouve parfait, monsieur le rapporteur, vous l'avez rappelé. Mais c'est un équilibre. Nous sommes tous ensemble désormais devant notre devoir. Et si vous en décidez ainsi, puisque la décision est entre vos mains, dans les 10 jours, la France, à force de bonne volonté et de bonne volonté, de pas fait les uns vers les autres, d'efforts et de compréhension, la France aura son budget, aura ses budgets. Marc Fesneau, on va revenir sur le calendrier, les mesures qui font encore débat. Les premiers ministres changent, mais les 49.3 restent, parce que François Bayrou est dans la continuité de ses prédécesseurs, là, en faisant des 49.3. Il prend acte d'une réalité qui est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas changé. Et au fond, c'est même plus difficile en 2024 que ça l'était sans doute en 2022, puisque la majorité est impossible sans le dispositif du 49.3. Alors quand Gilles fait comme ses prédécesseurs, Michel Barnier faisait la même chose. Oui, alors mais vous pouvez faire tous les... Enfin, le 49.3... Voilà, exactement. Le 49.3 donc en fait, les premiers ministres changent, mais les méthodes restent. Dieu sait si on sait qu'il a été respectueux aussi du Parlement, c'était Michel Rocard. C'est celui qui a le plus utilisé le 49.3. Parce qu'on aurait pu imaginer une méthode Bayrou qui aille jusqu'au débat sur... Non, il l'avait d'ailleurs très clairement dit dans sa déclaration de politique générale. Il avait dit, hors des chemins budgétaires, il n'y aura pas de 49.3 sur d'autres textes. Et de quoi parle-t-on et d'où part-on? On part de la situation où, je le répète, il n'y a pas de majorité. Et deuxième élément, où, et ça se respecte aussi, les socialistes ont dit, nous sommes dans l'opposition, nous ne voterons jamais un budget, parce que ça n'est pas notre budget, nous nous mettons juste dans la disposition de ne pas voter une motion de censure. Donc le 49.3, c'est à cause des socialistes? C'est pas ce que je dis. J'essaie de comprendre. Mais je ne cherche pas à chercher. On prend acte d'une situation qui sont les faits. Vous vouliez assurer, il fallait assurer. Il faut assurer et que chacun assume. Il y a un pacte de majorité, on peut l'appeler comme ça, ou un socle, enfin, chacun l'appelle comme il veut, qui est composé de la majorité qui soutenait le président de la République, des LR. Il y a par ailleurs un certain nombre de parlementaires qui sont conscients de la conséquence quand même de la censure du mois de décembre sur le gouvernement de Michel Barnier, ont vu et sans doute ont entendu sur le terrain ce que disaient un certain nombre de gens sur le fait qu'il ne fallait pas qu'en permanence on continue à se conforter dans le chaos ou l'instabilité, notamment budgétaire. Et qui ont dit on ne votera pas le budget, mais on ne censurera pas. Voilà. Alors les socialistes... L'équation était posée, je ne dis pas que c'est la faute des socialistes, c'est la situation qui l'impose. En tout cas, les socialistes ne vont pas censurer. Ce que j'ai lu et fait avec Michel Barnier. Ça, c'est à mettre au crédit de François Bayrou, c'est son succès. Je crois. Oui, c'est objectivement, il a fait le choix. Oui, c'est le succès de François Bayrou. C'est un succès. Enfin, dans ces moments-là, je vais vous dire, vous n'avez jamais entendu faire ça d'ailleurs, il ne faut jamais essayer de tirer la couverture complètement à soi. Oui, mais malgré tout. Moi, je vais vous dire, si on a un budget, c'est un succès pour la France et pour les Français. Non, mais sur le fait que les socialistes ne votent pas la France. Mais il a fait un choix qui était très assumé depuis le début quand il a été nommé à Matignon, c'est celui de dire il faut qu'on puisse discuter avec ceux qui
partis de gouvernement peuvent en responsabilité considérer que même s'ils ne sont pas d'accord avec le budget, on ne va pas de chaos en chaos. Bon, mais c'est la méthode qu'il a choisie. Dites-le clairement, vous l'avez sur le cœur, c'est une belle réussite pour François Bayrou. Bien sûr que c'est une réussite pour François Bayrou, mais c'est aussi bien que les socialistes se soient un peu affranchis d'une contingence, et ce n'était pas facile, reconnaissons-le, qu'il soit une contingence de, comme un réflexe pavlovien, de on censure, on censure, on censure, on censure. Alors et on fait chaos, chaos, chaos. Justement, ça a fait un mécontent, qui est Jean-Luc Mélenchon, qui dit... Le Parti socialiste qui ne vote pas la censure, il quitte donc l'alliance du nouveau Front populaire. C'est aussi ce que vous cherchiez. Mais je pense qu'on a besoin dans ce pays d'avoir des gens qui, n'étant pas d'accord, et c'est pas un centriste, vous allez dire ça, et quelqu'un qui chemine avec François Bayrou depuis 30 ans, qui n'a pas changé d'avis sur l'idée qu'il y a besoin d'une droite qui soit solide et forte, il y a besoin d'une gauche qui soit solide et forte, il y a besoin d'un centre qui permette à ces gens-là, à un moment, même s'ils ne sont pas d'accord, c'est ce qu'on se fait dans toutes les grandes démocraties, qu'ils soient capables de se parler et d'essayer de trouver un chemin. Donc, qu'on puisse s'arracher de ce qu'est la radicalité qu'imposait Jean-Luc Mélenchon à ses alliés, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour le Parti socialiste. Et c'est une bonne nouvelle pour la gauche de gouvernement. Alors, il va y avoir des motions de censure de la France insoumise, ça y est, elles vont être déposées. Est-ce que vous vous attendez à des moments difficiles? Bon, c'est jamais un moment, comment dirais-je... dans le moment où on cherche plutôt de la convergence, c'est plutôt un moment où un certain nombre de gens cherchent à diviser et à porter la querelle. C'est pas un moment difficile en soi, c'est un moment politique comme il en arrive dans la vie politique, mais c'est un moment attendu, puisque de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on vote, quoi qu'on propose, la posture de la France insoumise, et c'est là qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, est la posture de censure, renverser le gouvernement, destituer Emmanuel Macron, président de la République. Bon, voilà. Il propose le chaos. Je ne suis pas sûr que ce que les Français attendent cela. Pardon. Alors, il y a un autre acteur en embuscade, c'est le Rassemblement national. On ne sait toujours pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont voter la censure ou pas? Si les socialistes ne la votent pas, il y a peu de chances qu'elle passe. Cependant, est-ce que le RN, à vos yeux, reste une menace? Ils ont, comme tout le monde, la part de responsabilité. Personne ne peut se défausser de sa part de responsabilité. Ils ont une question simple à répondre, à laquelle il faut qu'ils répondent, pardon, c'est est-ce qu'ils veulent agrémenter le pays d'un chaos supplémentaire. Ils ont le droit d'être contre le budget. D'ailleurs, personne ne nie qu'ils soient dans l'opposition et qu'on soit radicalement en opposition sur les sujets qui nous opposent avec eux. Mais la question, c'est le chaos ou pas le chaos. Parce que c'est une chose de dire parfois, on se part de la vertu, de la responsabilité, etc. Mais quand un budget est shooté, pardon de l'expression, une fois, deux fois, peut-être trois fois, il y a une difficulté qui existe devant nous, et c'est pas, on n'essaye pas de faire peur aux gens, c'est juste qu'il y a une difficulté réelle qui peut exister devant nous. Donc c'est une question, mais moi, chacun est en responsabilité, en conscience, face à ce qu'est non pas la question du gouvernement de François Bayrou, non pas la question de accointance ou pas avec le socle, mais la question de est-ce que c'est bon ou mauvais pour le pays. J'ai le sentiment que voter un budget, c'est mieux pour le pays que de ne pas le voter. On sait le coût du non-vote de budget. Mais là, on parle de la censure. Oui, mais la censure, elle produit qu'il n'y a pas de budget. C'est ce qui s'est passé au mois de décembre. La censure, elle porte. Oui, mais là, il est désarmé, le RN, là. Mais si les socialistes ne votent plus la censure. Mais on ne prend pas ces décisions en dépendance des autres. C'est d'ailleurs pour ça que je suis heureux que le Parti socialiste ne soit pas en dépendance des autres. Le RN, il prend ses décisions en responsabilité vis-à-vis du pays et des électeurs qui ont voté pour lui ou qui n'ont pas voté pour lui, d'ailleurs. Audrey Tizon, pour commencer, parce qu'on va continuer sur le budget, évidemment, tout ce qui se passe autour de ce 49.3. Oui, moi, je n'utiliserai pas le 49.3, sauf s'il y a blocage absolu sur le budget. C'est ce que promettait François Bayrou en décembre. Est-ce qu'il tient sa promesse? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, il y avait un blocage absolu? Il n'y a pas de budget s'il n'y a pas de 49.3. Donc on est bien dans la situation qui avait été décrite au mois de décembre. Les socialistes, il n'y avait aucune chance d'une abstention. Mais ils l'ont dit. Pardon, ils ont dit, nous voterons contre le budget parce que ça n'est pas notre budget. J'ai un désaccord avec eux. Je considère que s'ils étaient en situation de gouverner, sans doute, ils seraient obligés de faire des choses qui ressemblent peu ou prou à ce que nous faisons. Mais j'acte le fait que, comme ils veulent marquer, je me souviens de la réunion que nous avions fait chez le président de la République, Olivier Faure et Boris Vallaud avaient dit que les choses soient claires, nous sommes dans l'opposition. Bon. Et dans l'opposition, il est de tradition en France, même si c'est un peu curieux quand on regarde les autres pays qui nous environnent, qu'on vote contre le budget. Donc, les socialistes ayant dit qu'ils votaient contre le budget, il n'y avait pas de voix pour faire adopter un budget, et c'est bien l'objectif que s'est assigné François Bayrou, et donc il y avait bien un blocage. Voilà. Vous regrettez cette pratique, un vote contre le budget dès qu'on se qualifie dans l'opposition? Mais qu'est-ce qu'on expérimente depuis la nomination de Michel Barnier, et au fond depuis le mois de juillet
dans cette majorité qui n'existe pas à l'Assemblée et qui nécessite que des gens qui ne se parlaient pas se parlent, c'est la difficulté d'essayer de trouver des compromis. Nous sommes un pays où, quand on est majoritaire, on avait l'habitude d'être majoritaire absolu et de ne pas écouter les oppositions, et nous n'avons pas échappé à cela, hein, depuis 2017 nous-mêmes. Je l'ai dit, donc je suis très à l'aise pour le dire. Et quand on est en majorité relative, on est un peu comme, on dit chez moi, la poule qui a trouvé une fourchette, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas comment parler. Et dès qu'on parle... Elle trouve un couteau, parfois, la poule aussi. Une fourchette ou un couteau. Les deux sont, pour une poule, un peu une interrogation. Mais, quel que soit l'ustensile. Mais la difficulté dans laquelle on est, c'est qu'on ne sait pas faire dans ce pays le compromis. On ne sait pas le construire. Et ce qu'a ouvert François Bayrou, et ce que je vous dis ce soir, c'est les socialistes sont dans l'opposition, très bien. Est-ce qu'on peut trouver un chemin quand même pour avancer, pour avoir un budget? Très bien aussi. Hugo? Oui, il y a l'AGOFU qui vous demande, en vous citant, si on a un budget, c'est un succès pour les Français, vous avez dit à l'instant. Peu importe le budget, ne trouvez-vous pas cela cocasse que le groupe politique désavoué au premier tour des législatives impose le budget? Et il y a une autre question sur ce qui se passe en Espagne. La France a un budget avec la loi spéciale. Pourquoi vouloir absolument un nouveau budget alors qu'en Espagne, depuis 2 ans, ils reconduisent le même budget et n'ont pas de problème économique? PS, pourquoi bloquer les crédits pour le service civique et les autres? Pourquoi? Parce qu'en Espagne... votre interlocuteur doit le savoir sans doute comme moi, c'est que c'est un pays fédéral en fait. Hein. Donc la grande partie des budgets sont renvoyés vers les régions qui, elles, votent des budgets. Donc vous ne pouvez pas, d'ailleurs on ne peut pas non plus comparer le système belge, c'est un système aussi, alors encore plus fédéral le système belge. Donc vous avez un système de décentralisation, alors on peut le regretter peut-être en France, nous avons un système où tout est centralisé. Donc l'essentiel, pour ne pas dire la totalité des dépenses, sont pas automatiques et décidées par le budget de l'État. Donc il me semble que la comparaison n'est pas raison, me semble-t-il, dans ce registre-là. Et on voit bien qu'en France, et d'ailleurs, la démonstration est faite que par la loi spéciale, on ne peut pas faire un certain nombre de choses, sauf à prendre un risque constitutionnel. Le PS annonce qu'il ne va pas voter là les motions de censure sur les textes financiers. Par esprit de responsabilité, c'est le parti qui l'annonce aujourd'hui. Est-ce que vous avez confiance? Oui, j'ai tendance par nature à essayer de faire confiance à mes interlocuteurs. Et quand ils disent une chose... publiquement, qu'ils vont tenir la ligne qu'ils ont... Parce que, est-ce que vous avez sorti votre calculatrice? Il faut, si les 3 autres groupes de gauche sont unis, ainsi que le RN et le groupe d'Éric Ciotti, il leur manque 23 voix pour renverser le gouvernement. Est-ce que 23 socialistes ne pourraient pas aller à la censure après cette séquence un peu compliquée de négociation? Au fond, il y a 2 questions dans votre question. Est-ce que j'ai confiance dans la parole des dirigeants socialistes? Je pense que quand on parle avec des gens et qu'on les considère, on a confiance dans la parole qu'ils donnent. Et est-ce qu'ils ont confiance en vous? Non, attendez, on va d'abord finir la question. Ça, c'est une question, une question supplémentaire. On va d'abord répondre à cette question-là. Mais le deuxième sujet, c'est est-ce qu'on est sûr du résultat et qu'on arrive avec l'idée que tout se passe bien et que c'est facile? Non, parce que je pense qu'il faut toujours être... Je n'ai pas changé d'avis depuis 7 ans que je suis parlementaire ou ministre. Vous avez encore des craintes? Il faut toujours être prudent et jamais penser que les choses sont acquises dans la vie. Et quand même, reconnaissons que la vie politique depuis ces dernières années nous montre que rien n'est jamais acquis et qu'il faut faire attention aux sentiments qu'on pourrait donner, que ce serait facile. D'abord, c'est pas facile. 2, c'est un acte qui peut être complexe pour un certain nombre de socialistes, mais j'ai confiance dans la parole qui est donnée par le Parti socialiste. Vous attend au tournant pour autre chose. Oui, parce que si le PS a décidé de ne pas censurer le budget, il y aura quand même une motion de censure socialiste qui va porter sur la défense des valeurs de la République. En clair, le PS va cibler la politique migratoire du gouvernement et notamment cette expression de submersion migratoire qui a été employée par François Bayrou. Ça a créé une vraie cassure, ces quelques mots-là. Une vraie cassure avec le reprenons PS. les mots, c'est pas pour jouer sur les mots, mais les mots ont leur importance, c'est pour connaître un peu François. Sentiment de submersion. Sentiment de submersion des Français. Partant de l'exemple, pour le coup... Le terme submersion étant employé par l'extrême droite. La plupart des gens à Mayotte emploient ce terme submersion, c'est la France. Hein. C'est là où le RN fait ses meilleurs très bien. scores. Et donc, oui, mais la question, c'est pas que le RN fait ses meilleurs scores, c'est est-ce qu'il y a un problème de sentiment, de dépassement à Mayotte des flux migratoires? Oui. Revenons sur la motion de censure du PS. D'employer ces mots-là. Il y a quelque chose dont il faut qu'on sorte, et je pense que c'est important, c'est le sujet un peu totémique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire de mots, on ne peut rien dire, on vilipende les gens pour simplement avoir pensé qu'ils auraient un sentiment, et en fait on alimente ceux qui sont les plus extrémistes et les plus populistes des thèses. Je pense que, et j'ai souvent entendu François Bayrou le dire, je pense qu'à un moment, il faut savoir mettre les mots sans céder à la facilité des solutions des plus populistes. Vous voyez ? Mais à un moment, si vous ne décrivez pas une réalité et... Sauf que, comme vous le disiez, Clément, les socialistes vous attendent là-dessus, puisqu'il y a une motion de censure. Très bien, il y aura une motion de censure. Cette motion de censure... Mais
Franchement, être... Je suis issu d'une formation politique dont la première rupture historique est une rupture sur les alliances qui avaient été faites avec le Front National à l'époque, c'était en 98. Il y a une histoire dans les formations politiques. Il y a une histoire de François Bayrou luttant contre les extrêmes. Ça emporte, me semble-t-il, ces excès de mots sur le thème. Attention, François Bayrou menace les valeurs de la République. À aucun moment, François Bayrou. Ne répondez pas sur la motion de censure. Elle pourrait être examinée après l'adoption des deux budgets, budget de l'État, budget de la Sécurité sociale. On serait donc en dehors du risque de chaos budgétaire que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que finalement le vrai risque de censure, il n'est pas sur ce texte? Mais pardon, je pense que le risque de censure, c'est pour ça que vous ne me voyez jamais sauter comme un cabri en disant c'est super. Je pense qu'on est, compte tenu de la situation de fracture à l'Assemblée nationale et de ce que sont le jeu d'un certain nombre d'acteurs qui, pour les uns, veulent la destitution du président de la République, ce qui est quand même lunaire, et pour les autres, attendre la prochaine dissolution le plus vite possible, c'est-à-dire en juillet ou en septembre, on est en permanence dans quelque chose qui est chaotique. Donc le RN pourrait voter cette motion de censure, à vous entendre. Mais on est dans quelque chose qui serait quand même curieux sur le fond de la motion de censure. Mais tout est possible. Mais je crois qu'il faut qu'on... C'est malheureux d'avoir à dire ça, mais nous sommes dans une situation où la modestie oblige à dire que tout est instable. Et tout est possible. Je prends étape par étape. Et donc tout est possible. Pour des motifs parfois qui nous échappent. Parce que si on s'était vu au 15 ou 20 octobre, ou même 30 octobre, sur le budget que proposait Michel Barnier, personne n'aurait dit qu'un mois plus tard, la censure serait votée par le Rassemblement national. Donc on est sur des choses qui ne sont pas tout à fait rationnelles. Donc à tout moment, le gouvernement de François Bayrou... Tout le monde sait qu'on est dans cette situation-là. Mais à tout moment, le gouvernement de François Bayrou peut disparaître. Mais c'est... La situation, vous l'avez très bien décrit, sur les questions des voix, la situation est telle, c'est quelque chose de très rare, parce que ce n'est pas une majorité faible relative, c'est 3/3 quasiment qui rendent possible des collusions pour une motion de censure et impossible des accords pour des projets de loi de finances ou d'autres projets de loi. Donc évidemment, on est sur un sujet qui est sensible. Après, moi je pense que Bayrou a eu raison de dire on prend les sujets les uns après les autres. D'abord avoir un budget pour commencer à stabiliser et pas rassurer les marchés, rassurer les Français, rassurer les chefs d'entreprise, rassurer les gens que je croise tout le temps et qui disent mettez-vous d'accord. Enfin vraiment mettez-vous d'accord. Ça suffit en fait. Pour après essayer de franchir d'autres étapes sur d'autres sujets. Mais ce sera étape par étape avec à chaque fois le risque de chuter. Mais si quelqu'un peut crédiblement venir devant vous et vous dire il n'y a pas de risque de chute en permanence avec cette Assemblée nationale, c'est quelqu'un qui ne voit pas la réalité, qui ne vit pas à l'Assemblée nationale. Et François Bayrou, il voit bien la réalité. Mais il voit très bien la réalité, je vous assure. Laurent Fargue. Il est très lucide. Oui, sur le budget, je me demandais si François Bayrou n'est pas allé trop loin dans les concessions, parce que vous parliez de la longue histoire du mouvement centriste. C'est vrai que François Bayrou a une longue histoire de lutte contre la dette publique, contre les déficits publics. C'est un thème qu'il a porté lors de 2 campagnes présidentielles. Et là, dans l'exercice du pouvoir, on a le sentiment que il n'arrive pas il amène un déficit public à 5,4%. Ce qui reste très élevé, et la dette serait à 115% de la richesse nationale, ce qui est aussi extrêmement élevé. Est-ce qu'il ne pouvait pas aller un peu plus loin et faire un peu mieux pour réduire les déficits et la dette? Vous décrivez, moi j'ai toujours salué ce qu'avait essayé de faire Michel Barnier, vous décrivez ce qu'on a essayé de faire et auquel on a essayé de participer au mois d'octobre et de novembre. Il y a un moment, le problème c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Et que dans ce pays qui est quand même très accoutumé malheureusement, et François Bayrou, comme vous l'avez rappelé, a eu fort raison en 2007, même avant d'ailleurs, en 2002, de dire le risque que ça portait, mais à un moment reprendre un tournant, on passe quand même de 6 à 5,4, ce qui est un effort qu'on n'a pas fait souvent, objectivement. Parce que c'est ce qui est... Deuxièmement, il le fait en plus avec une prévision de croissance qui est ramenée plus proche de ce que disent l'INSEE et les autres, 0,9, et une prévision d'inflation plus faible. Et on sait que l'inflation, ça produisait aussi des recettes parfois artificielles par rapport à une inflation qui était plus faible que celle que nous annoncions dans le budget. Donc tout ça fait un effort. Mais il y a un moment pour qu'un effort soit supportable et qu'on ne casse pas tout l'effort. C'est-à-dire que ce n'est pas la loi du tout ou rien. À un moment, il faut qu'on fasse un effort de réduction du déficit et de la dette. Il faut qu'on fasse ce qu'on peut faire dans la contingence budgétaire et puis dans la contingence de l'acceptabilité de nos concitoyens. C'est compliqué. Et la situation politique, Laurent. Oui, mais c'est ce que je dis. Et la situation politique, c'est une contingence. Est-ce que ça reste une priorité? Mais ça reste une priorité. D'ailleurs, il l'a dit. C'est pour ça que sur un certain nombre de sujets... Ou est-ce que la situation politique fait que vous ne pourrez pas
réduire le déficit et la dette jusqu'en 2027. L'acte symbolique qu'il a posé là-dessus, c'est ce qu'il a dit sur la question des retraites. Il a dit, je veux bien réouvrir l'ensemble du sujet, mais pas au prix de la dégradation, de l'équilibre fragile ou du déséquilibre moins fort trouvé dans la réforme d'Elisabeth Borne. Quand on sait que 50 à 60% du déficit est le produit des comptes plutôt sociaux, et en particulier des sujets de retraite, il a envoyé un signal clair sur le thème. On peut rediscuter d'un certain nombre de sujets, mais la question de la trajectoire dette et déficit, sur ces comptes comme sur les autres, est une trajectoire à tenir. Après, il faut qu'on arrive à la faire tenir dans une Assemblée nationale qui est complexe. Michel Barnier avait proposé, y compris d'ailleurs le Sénat, il avait proposé, Michel Barnier, 5 milliards d'économies sur les collectivités locales. Le Sénat n'était pas d'accord. C'est maintenant 2. Bon. C'est 2, 3. Bon. Ouais. Il faut composer avec cette nécessité-là. Mais l'important, c'est qu'on ait une trajectoire. Et puis en plus, je pense que le sujet, pardon, juste, excusez-moi, je suis long, mais le sujet de la réduction du déficit, d'abord du déficit et donc de la dette en suivant, c'est quand même un sujet de trajectoire assez long. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des réflexions pluriannuelles sur c'est quoi le financement du système social, quelles sont les capacités qu'on a, qu'est-ce qu'on fait avec cette démographie qui décroît, qu'est-ce qu'on peut faire comme effort sur le PLF, sur la partie plutôt dépenses de l'État, quelle est la part que peuvent prendre les collectivités. Ça ne se fait pas en un tour de main en 3 mois. Parce que c'est et ni en un seul budget, surtout avec 49.3, ça on peut imaginer. Alors vous parliez tout à l'heure, il fallait rassurer les entreprises, justement. Laurent, gardez la main parce que vous vouliez parler de la fiscalité des entreprises. Il y a eu des annonces de surtaxe de l'impôt sur les sociétés. Et les patrons se demandent si c'est pour 1 an ou si ça va être durable. Est-ce que vous prenez l'engagement que ça sera j'ai entendu dans ce qu'a dit, d'ailleurs, ça a été une querelle qui a été formulée par le président de la commission des finances, Éric Coquerel, et François Bayrou a dit c'est 1 an, c'est un moment exceptionnel. Et d'ailleurs, nous étions, nous, au groupe Modem, à dire, alors c'est pas une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, c'est sur autre chose, mais globalement, c'est sur les sociétés avec un chiffre d'affaires très élevé qui a un prélèvement exceptionnel. Que nous considérions que c'est un moment exceptionnel, un prélèvement exceptionnel et que ça ne doit pas s'inscrire dans la durée, je le crois, et je pense que c'est nécessaire parce que la vérité, c'est quand même, on le voit bien, c'est quand même les entreprises, PME ou grandes entreprises, que je vois bien la chasse aux grandes entreprises qui est faite par un certain nombre de gens, que je comprends un peu mal. On est les seuls du monde à taper sur nos leaders et nos comment dirais-je, nos fers de lance internationaux. Bon, bref, c'est un mal français, mais laissons-le de côté. Et donc, c'est normal que ce soit un sujet qui soit un sujet provisoire et pas un sujet à durée. Alors, Laurent, la vérité m'oblige à dire que parfois, on a dit ça et qu'après, ce qui devait être provisoire a duré. Mais alors, justement, est-ce qu'il y a je sais la préoccupation. Est-ce qu'il y a d'autres hausses d'impôts prévues, je dirais un peu dans les tiroirs? On sait que le Modem pousse depuis plusieurs années à une augmentation de la flat tax, de la taxe sur le capital. Il y avait plusieurs sujets qui étaient posés sur la table et qu'on a clarifié à l'automne d'ailleurs. C'était de dire c'est soit les flat tax, soit c'est une contribution exceptionnelle sur les revenus. C'est pas toutes les cases sont cochées. Et donc, nous avions plutôt atterri sur l'idée qu'on pouvait avoir une contribution sur les hauts revenus en se disant si c'est une question de justice fiscale, c'est-à-dire est-ce qu'on contribue bien à hauteur de sa capacité contributive, peut-être qu'on peut regarder là dans la durée. Mais ça, c'est pas les entreprises. Là, vous parlez... C'est les hauts revenus. Les hauts revenus. Vous parlez de l'impôt minimum qui est fixé à 20% sur les revenus de plus de 250 000 euros par an. C'est ça ce que vous... Non, c'est la contribution exceptionnelle qui est demandée en soi. Non, c'est pas. Parce qu'il y a une autre mesure exceptionnelle, c'est la mise en place de cet impôt minimum donc de 20% pour les personnes qui gagnent au moins 250 000 euros par an. Elle est là aussi fixée à 1 an, je crois. Est-ce qu'au Modem, vous seriez d'accord pour la pérenniser? Essayons. Moi, budget 2025, c'est pas pour être dans le court terme, pour le coup, mais je vais vous dire, budget 2025, je demande à ce qu'on expertise, quand vous gagnez 250 000 euros par an, vous avez quand même un bon revenu. Et je ne fais pas... Donc ça ne vous choque pas? Non, ça ne me choque pas qu'on puisse gagner 250 000 euros. Ça peut me choquer qu'on ne perçoive... Enfin, qu'on ne prélève que 5% d'impôt. Ça, c'est une question. Donc 20%, ça vous semble raisonnable? Mais là, dans la mesure temporaire qui est posée, pourquoi pas? Après, je pense qu'on a un besoin. C'est ce qu'a d'ailleurs ce qu'a dit Amélie de Montchalin et ce qu'a dit aussi... Monsieur Lombard, c'est de dire regardons dans la durée comment on peut regarder ces mesures de justice fiscale. Mais ça n'est pas un sujet d'entreprise, c'est un sujet de fiscalité de vous et moi. Enfin, on ne gagne pas vous et donc moi. Très clairement, vous dites oui. Je pense plutôt favorable à l'idée de pérenniser. Je suis favorable à l'idée que quand on gagne beaucoup d'argent, on paye plus d'impôts que des gens parce que 5% ou 10%, c'est moins que les. Donc la porte est ouverte. La porte est ouverte. Mais ça existe dans ce que vous avez évoqué comme élément. Donc la porte est ouverte de ce fait. Moi, je demande à ce qu'on regarde à chaque fois, c'est quelle est la part de la rente
quelle est la part de la justice et quelle est la part de ce que vous disiez, vous, fort justement, de ce qui peut pénaliser l'entreprise. Mais c'est un autre sujet. Mais à 250 000 € qu'on paye moins de 20% d'impôt, il y a un petit sujet. Il y a un problème pour vous. C'est pas les barèmes de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire, alors il y a peut-être de la déficit. C'est intéressant parce que ça bouge. Hugo. Ça bouge. Pour le coup, pardon, pour le micro. Pour le groupe Les Démocrates, c'est pas très nouveau qu'on ait posé cette question-là. C'est vrai. Pardon de dire que ce n'est pas une question bolchevique. Hein. Enfin, qu'on dise on contribue à la hauteur de ce que peut être la contribution de chacun. Moi, je pense que pour que l'impôt soit acceptable, il faut qu'on ait le sentiment qu'on paye à la proportion de... Et 20% de 250 000, je ne dis pas ce qui avait été fait, y compris parfois par les socialistes, 50%, parce que tout ça est confiscatoire. La question n'est pas d'être confiscatoire. Que des gens gagnent de l'argent... Mais on peut aller au-dessus de 20%. Non, mais qu'on passe pas... Non, mais je vous dis, c'est seuil de 20, hein, que dit votre collègue. Donc, mais ça peut aller au-dessus aussi, éventuellement. Oui, mais il y a un moment, il ne faut pas non plus qu'on dise c'est confiscatoire à chaque fois, parce qu'il y a quelque chose d'un peu... Il y a des gens qui prennent des risques, hein, y compris des risques personnels, quand ils créent une entreprise au démarrage, et que ça, on récompense le risque. Soyons un pays comme tous les autres qui sont prospères, essayons de récompenser aussi le risque. Oui, il y a deux questions rapides. Il y a Christiane qui dit la spéculation, les échanges boursiers, les plus-values immobilières, il n'y a pas que les revenus chez les hauts revenus, justement. Et on vous demande aussi, est-ce que le durcissement du discours sur l'immigration et le sujet de l'AME est une réelle évolution de la politique du gouvernement? Alors, c'est deux sujets très différents. C'est ce que j'appelais sur la question fiscale, de regarder où il peut y avoir des rentes. Mais les rentes étant pas, c'est pas de la fraude. Hein. La rente, c'est on se dit... Le système est trop, comment dirais-je, trop favorable et peut-être qu'on peut remettre en cause des choses qui parfois durent depuis 10, 15 ou 20 ans. Les contribuables ne sont pas en cause, c'est le système fiscal qui est très complexe en France, qui est redoutablement efficace, reconnaissons-le, mais qui parfois est assez immobile. C'est-à-dire qu'on ne touche plus à rien depuis très longtemps sur ces questions-là. Le président de la République l'a fait sur la question des entreprises, c'est important. Sur la question... de l'aide médicale d'État. Non, globalement, politique migratoire. Nous avons besoin d'avoir... une politique qui tienne sur deux jambes. La première jambe, alors sans donner d'ordre de priorité, c'est pas la peine de parler de maîtriser les flux migratoires si on n'est pas capable de démontrer qu'on maîtrise les flux migratoires. Bon, on peut message à Bruno Retailleau. Message à Bruno Retailleau. Bah non. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que Gabriel Attal, lui, il a dit dans le journal du dimanche hier que la circulaire de Bruno Retailleau, ça ressemblait plus à un tract qu'autre chose. Oui, j'en sais rien. Moi, je juge les gens sur les actes. Ben, Gabriel Attal, lui, il dit, oui, mais... il juge sur les actes aussi, ça servira à rien. Moi, les actes, c'est les OQTF, obligations de quitter le territoire français qui seront effectuées à la fin de l'année par rapport à l'année précédente, par rapport à l'année précédente. Vous demanderez à Bruno Retailleau un bilan précis. Je pense que c'est ce qu'il demande, et il demande à être jugé sur les actes. Donc il faut juger les gens sur les actes. Mais vous ne pouvez pas avoir un pays qui a multiplié les lois sur l'immigration en disant attention, et toutes ont été dans le même sens, quand vous regardez. Y compris d'ailleurs quand il y a eu la crise migratoire en Europe. Je rappelle que le président Hollande avait largement contribué à l'idée qu'il ne fallait pas trop accueillir de migrants. C'est un contexte particulier. Non mais... On s'était fait d'ailleurs reprocher par les Allemands à l'époque, et une partie de la gauche l'avait reproché à François Hollande. Donc on a toujours eu une politique d'essayer de maîtriser les flux. La vérité, c'est premier élément, on n'arrive pas à le faire. Bon. Deuxième élément, je ne crois pas que quelqu'un qui part de Syrie parte en cochant les cases des aides attribuées en France. Je ne crois pas du tout. D'abord parce qu'il ne vient pas généralement directement. Je ne crois pas à ça. Je crois que quand vous quittez chez vous, que c'est chez vous, j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un. Je vis moi dans le Loir-et-Cher. S'il fallait un jour que je quitte le Loir-et-Cher, il faudrait vraiment que j'ai de bonnes raisons, c'est-à-dire la faim, la peur de mourir pour des raisons religieuses ou politiques, et pas simplement parce que j'aurais une aide au logement arrivée en France. Vous ne voyez pas le parcours qu'il faut faire avec tous les risques que ça produit, parce qu'il y en a quand même une partie qui traverse malheureusement pas vivant la Méditerranée. Donc je ne crois pas à ça. Je crois qu'il faut avoir une politique claire sur la reconduite à la frontière, en disant on ne peut pas être à un si faible taux de reconduite à la frontière. Et deuxième élément, quand on accueille des gens, il faut qu'on les accueille vraiment. C'est-à-dire, ils ont un travail, ils sont intégrés. Alors, donnons-nous les moyens, parce que c'est vrai que la langue, le travail, le partage de valeurs, ça, on a sans doute trop rabattu là-dessus. En disant, c'est pas grave, on fera cohabiter des communautés qui ne pensent pas la même chose, qui ne parlent même pas la même langue, d'une certaine façon. Là, on a un problème d'intégration. Donc, politique migratoire qui soit maîtrisée, et pour le maîtriser, il y a ça. Regardons s'il n'y a pas des effets... comment dirais-je, d'aubaine sur l'AME, mais c'est d'ailleurs parfois des gens qui viennent avec plein d'argent, qui viennent se soigner en France, ça peut être une question aussi, ça. Hein. Mais ils ne viennent pas forcément de Syrie, ils peuvent venir aussi, y compris d'Europe. C'est bien ce que je vous dis. Oui, mais vous ne le précisez pas, c'est pour ça que je vous le fais dire. Merci de me faire la précision.
Troisième élément, regardons la politique d'intégration qui est une politique de long terme. Sinon, tout ça ne marchera pas si on est deux jambes. On va revenir maintenant au budget de la sécurité sociale parce que, et de deux, je le disais tout à l'heure, 2,49,3, le deuxième cet après-midi, c'est sur le budget de la sécurité sociale. François Bayrou estime qu'il faut sauver le modèle français, il parle même de contrat social à sauver. Il est fondé sur un pacte social unique au monde. Aucun autre pays, autant que le nôtre, n'a assuré depuis l'éducation du plus jeune enfant jusqu'à toutes les solidarités qui tiennent à la santé, à la retraite, à l'assurance contre le chômage et à la présence dans les dernières années de la vie, aucun autre pays n'a, comme le nôtre, choisi la logique du « tous pour un ». Tous les autres pays ont en grande partie ou en totalité fondé leur pacte social sur la logique du « chacun pour soi ». Clément. Oui, alors lors de cette intervention, François Bayrou a souligné les concessions faites à la gauche, notamment sur les moyens accordés aux hôpitaux. Je crois qu'il y a 4 milliards en plus qui ont été accordés Oui, entre l'ONDAM et oui. Voilà. Sauf que pour le Parti socialiste, ça ne suffit pas. Il réclame 2,5 milliards en plus en rabotant les exonérations de cotisations sociales. Est-ce que pour le MoDem, c'est un non ferme et définitif ou est-ce que vous êtes prêt à en discuter? Alors, j'aimerais qu'on voit d'où on part. Parce que le Parti socialiste demande des concessions, mais nous avons fait des concessions. Ils disent que ça ne leur suffit pas. Bah oui, mais très bien, mais on fait des concessions. Les concessions, par nature, ça ne suffit jamais. Si on ne veut jamais s'arrêter. À un moment, il faut qu'on puisse se dire qu'on a fait une part de chemin, qu'ils ont fait une part de chemin, qu'on a fait une part de chemin, et qu'il y a un moment où c'est un point d'équilibre qui est satisfaisant pour personne. D'ailleurs, François Bayrou l'a dit cet après-midi. Sur la question des exonérations sociales, on a déjà fait un chemin, qui a été fait d'ailleurs au Sénat aussi, sur qu'est-ce qu'on fait sur un peu au-dessus du SMIC et qu'est-ce qu'on fait très au-dessus du SMIC. Et puis, essayer de concentrer les aides plutôt sur le milieu pour éviter qu'on ait des trappes à bas salaire. Bon, il y a un effort qui est fait. C'est 2 milliards ou 2,5 milliards de tête, je ne sais plus, ça ressemble à quelque chose comme ça dans le PLFSS. Réclamer qu'on en fasse plus, au moment où on a quand même, il faut le dire, on a des entreprises qui sont en compétition mondiale. Donc pourquoi il y a des exonérations sociales? C'est pas pour que les chefs d'entreprise, dans la caricature un peu facile qu'on fait, s'en mettent plein les poches. Donc on n'ouvre pas de discussion là-dessus. Mais elle a été ouverte, puisque cette boîte-là a déjà été ouverte. Mais elle est close. Et je rappelle que, pour vous citer Gabriel Attal, le groupe de Gabriel Attal était complètement opposé à cette mesure. Donc on a fait la part. Mais il y a un moment où on essaie de trouver un juste milieu. Et il y a un moment où, quand les entreprises nous disent quand même on a un sujet de compétitivité, si vous voulez conclure dans un moment où il y a un problème d'emploi, c'est pas la peine de tabasser de charges sociales. Et alors après, ça amène à un deuxième sujet. Qu'on va amener, qui va être la santé. Qui est non. Et on a globalement un système social qui pèse sur les salaires et sur les entreprises. Audrey. Ce modèle est au bout. Alors pardon, il faut qu'on avance. Pour équilibrer les comptes sociaux, une solution choisie par le gouvernement, je résume en gros traits, on tape sur les malades. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase ? C'est vraiment un gros trait, vous n'avez pas plus gros encore comme trait? Alors, la taxe lapin pour les rendez-vous pardon, médicaux. on ne tape pas sur les malades, parce que si vous êtes malade, vous ne faites pas un lapin au médecin. Pardon. Non, pardon. Si vous êtes malade, si vous êtes vraiment malade, quand vous avez obtenu un rendez-vous médical, vous allez voir votre médecin. Alors, la taxe lapin, surtout pour les rendez-vous médicaux non honorés. C'est ce que vous appelez taper les malades, vous. Alors, est-ce que vous y êtes favorable et jusqu'à quelle somme ça doit aller? Sérieux. On augmente les moyens de l'ONDAM de plusieurs milliards d'euros. Plus que ce qui était prévu dans le budget de 3,8%, c'est-à-dire beaucoup plus que l'inflation. Et c'est très bien. Ça, c'est pour les malades. Ça, c'est pour les malades. J'ai pas dit l'inverse. Et donc, vous dites on tape sur les malades parce qu'on dit à des gens qui ont pris des rendez-vous, parfois sur des sites, qui en prennent plusieurs parce qu'ils se disent au moins, comme ça, je verrai l'option, parce que c'est comme ça que ça se passe, pour un certain nombre. Aussi à cause et je rappelle que la taxe lapin, c'est pour ceux qui ne peuvent pas justifier d'un bon motif. Et vous trouvez que ça, c'est tapé sur les malades? Je vais vous dire, c'est ceux qui embouteillent. Ils sont très minoritaires en France. Mais ceux-là, faut quand même qu'ils arrêtent. C'est ceux qui embouteillent le rendez-vous des médecins pour rien, parce que s'ils étaient vraiment malades, ils iraient. C'est ceux qui embouteillent les rendez-vous des médecins pour rien qui pénalisent les vrais malades. Vous êtes donc favorable à cette mesure? Mais la réponse est oui. D'ailleurs, les socialistes sont plutôt favorables. C'est juste le montant. Les fonctionnaires malades. Alors, ce serait quoi le bon montant, justement? Faut que ça soit quand même, faut que c'est un effet dissuasif. C'est-à-dire? Mais je rappelle, attendez, allons au bout. Non, mais il faut... Moi, j'aime pas les gros traits, comme vous avez compris. Donc, on va essayer de faire du trait fin. Pas trop, parce que le temps passe vite. Ouais, comme au crayon, on fait des traits fins. Ok. Pardon. Si on veut que ce soit dissuasif, il faut quand même qu'on ait un montant qui soit un peu dissuasif. Je rappelle. Alors lequel, dites-nous.
je crois que c'était 4 ou 5 euros. Mais je rappelle que quand vous avez un motif opposable, ça n'est pas considéré comme un lapin. C'est pas un lapin. Ah oui. Indemniser moins favorablement les fonctionnaires malades. Je vois pas bien ce qu'il y a de choquant. Attendez, Audrey, vous... Je ne parle pas de choc, je vous pose une question. Si, vous avez dit que vous avez choisi les fonctionnaires malades, non, mais on vous les avez dit indemnisera un petit peu moins, 90% de leur rémunération. Est-ce que finalement, ça n'est pas une sorte de jour de carence un peu déguisé? On sait que les syndicats s'étaient élevés contre les jours de carence dans la fonction publique. Est-ce que finalement, voilà, c'est pas un autre moyen pour pouvoir faire des économies là-dessus? Non, je crois pas. Je là-dessus. pense que c'est un alignement aussi sur ce qui se passe parfois dans le privé. Ça me paraît pas choquant. Ça me paraît pas choquant qu'il y ait une forme de responsabilité. On est bien sur des jours de maladie qui ne sont pas des jours de maladie longue durée. Je rappelle qu'on a 14 millions de Français, quelque chose comme ça. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça le chiffre, qui sont en maladie longue durée, donc ils ne sont pas couverts par ce type. Donc ça n'est pas un jour de carence déguisé? Pas un jour de carence déguisé, mais je reviens au sujet initial que vous avez évoqué. Il faut qu'on s'interroge collectivement si on tient à notre système social et qu'on ne veut pas ressembler au système anglais, américain ou d'ailleurs, qui est un système quand même du chacun pour soi. Et où, quand vous allez vous soigner, on commence à regarder votre portefeuille avant de se regarder votre maladie. Alors voilà pour le budget. On a déjà pas mal évoqué on a le besoin budget. quand même, pacifiquement, d'essayer de se dire où est-ce qu'on peut faire des économies. Parce qu'il faut faire des économies. Où est-ce qu'on peut répartir différemment la charge sociale et pas que ça ne soit pas que sur les entreprises et que sur les salariés, en plus avec une démographie de salariés qui baisse. Et poser cette question-là tranquillement, c'est quand même poser la question de la solidité. On a pas mal parlé du budget, maintenant on va aller au-delà du budget. Une question chacun, on n'a pas le temps de plus. Après le budget 2025, avant la prochaine présidentielle, est-ce qu'il y aura d'autres réformes ou pas? Clément? Alors là-dessus, il y a deux stratégies qui semblent un peu s'opposer dans votre socle commun, portées par deux anciens premiers ministres, Édouard Philippe d'un côté, Gabriel Attal de l'autre. Pour Édouard Philippe, je le cite, il n'y a rien de décisif qui ne pourra se faire dans les 2 ans qui viennent. À l'opposé, Gabriel Attal, lui, veut accélérer. Vous êtes plutôt Édouard Philippe ou Gabriel Attal? Moi, je pense qu'il faut faire de tout moment politique, quand bien même il soit difficile, un moment utile. Donc vous êtes plutôt Gabriel Attal? Je pense que oui, il faut essayer de accélérer sur quoi? Il propose accélérer ou pas accélérer. La question, c'est d'essayer de faire tout ce qu'on peut faire d'utile avant d'autres échéances qui viendront. Donc la méthode Attal. La méthode Attal, c'est faute de majorité à l'Assemblée. On peut aussi se tourner vers les Français et leur poser des questions par référendum. Il y a des questions référendaires. Je rappelle, moi... Vous avez en tête, vous, au Modem, des sujets précis sur lesquels vous voudriez aller sur la voie référendaire? J'aimerais qu'on sorte d'une maladie française qui est la maladie de « on ne fait rien si on ne fait pas de loi ». Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses sans faire plein de lois. Alors les référendums. Attendez, nous sommes un pays... Non mais le référendum, il vient généralement acter une loi. Mais je pense que dans la question de la réglementation, dans la question de la surnormation française, dans la question de l'incapacité qu'on a à dire à un chef d'entreprise, à toute personne qui entreprend d'ailleurs, y compris d'ailleurs parfois un fonctionnaire qui veut entreprendre des choses, qu'il n'y a pas 25 cahiers des charges, 25 formulaires. Ok, mais vous, l'idée de référendum, ce serait quoi? Attendez, je finis. Non mais, si on pouvait arrêter de dire en permanence qu'en France, on fait des choses quand on fait les lois, et qu'après on constate qu'en fait on a fait des lois mais on n'a rien fait, oui, mais vous répondez pas on est un pays malade de ces lois. Ok. Sur quoi il faudrait un référendum? Non mais il faut l'entendre. Sur quoi au Modem vous défendez l'idée d'un référendum? C'est pas une parole verbale. J'ai bien compris. D'ailleurs, on pourrait faire un référendum pour supprimer des lois, pour commencer, pour faire de la dénormation, parce qu'on a beaucoup trop... C'est original. Mais juste pour qu'on vous croie dans ce que vous nous dites, est-ce que vous avez un exemple d'une réforme qui serait importante pour le quotidien des Français, qui ne passerait pas par une loi, et que le gouvernement Bayrou moi, ce que j'entends, pourrait mettre en œuvre? Par exemple, beaucoup, c'est le fonctionnement de l'État au quotidien. On a mis près de 2 dizaines de milliards d'euros sur le Ségur de la santé. Est-ce que vous et moi, on n'a jamais croisé quelqu'un qui vous ait dit c'est bien? Mais ce serait quoi le référendum sur la question? Non, mais c'est pas ça la question qui m'est posée. Mais si. Il faut qu'on ait quelque chose sur le fonctionnement. D'ailleurs, cette question-là, pour moi, est une question non pas d'économie budgétaire, c'est une question d'efficience de l'État. Il faut qu'on ait un État. Quand une décision est prise par un ministre, par une réglementation, par des parlementaires, il faut que les décisions s'appliquent. Et je considère que dans un certain nombre de sujets, il y a une forme de disjonction et qui désespère nos concitoyens. C'est vous dites que vous avez fait une loi, et la loi n'est pas appliquée. Vous ne répondez pas à ma question. Non, ils ne contrôlent pas l'action du gouvernement. Non, mais sans doute, on doit le faire plus. Mais au quotidien, moi, je l'ai vu au ministère de l'Agriculture, vous dites un truc, et après, vous dites, dans l'administration, ça se perd, et quelqu'un a décidé autrement. Laurent voudrait préciser. Je vous pose une question. J'ai pas répondu. Quel type de réforme qui ne passerait pas par la loi? La réforme de l'État, ça n'a pas besoin de passer par la loi.
Alors, mais ce serait la quoi la réforme de question du l'État, référendum ? qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Donnez-moi un exemple d'une réforme, encore une fois, qui soit le mode de fonctionnement territorialisé, qui a autorité sur quoi, quel est le pouvoir qu'on donne au préfet, ça ne dépend pas d'une réforme de... Mais ça pourrait être un référendum, ça, c'est compliqué comme question de référendum. Et quel impact? Justement, je vous dis que ça, c'est pas référendaire. Alors, je vais vous répondre à la question référendaire, parce que je vois que ça vous plaît. Mais, si je peux me permettre, quel impact si vous dites le préfet a autorité sur toutes les agences de l'État, et rien ne peut se faire sans l'accord du préfet, je vous assure que ça va changer quelque chose. Quand Alors, vous connaissez, quand vous êtes élu local comme moi, quand vous dites les ARS, les ADEME, l'OFB, Et d'ailleurs, on les sait plus ce que ça veut dire, les tout ça n'est pas... Non mais, vous avez raison, on ne sait plus ce que ça veut dire. si tout ça, on dit, il y a une autorité, parce que l'État, c'est une figure, et ce n'est pas 10 figures qui ne disent pas la même chose, je vous assure qu'on va gagner en efficacité. Alors, je vous il n'y a pas repose besoin de loi pour question ça. pour gagner en efficacité, ce serait quoi le bon référendum? Bon, il y a sans doute quelque chose... alors, on a toujours les questions autour de l'organisation des collectivités territoriales. Dans un monde où nous aurions des gens raisonnables et coopératifs, je pense qu'il y a une question, me semble-t-il, à poser. Je ne suis pas sûr que ça passionne nos concitoyens, et encore moins ceux qui nous regardent peut-être. Mais pas grave, je le dis quand même. C'est un référendum, sur la question de la fiscalité locale. Quelles sont les prises de responsabilité, quels sont les pouvoirs fiscaux et financiers qu'on donne aux collectivités? C'est un élément qui ne me paraît pas... Ça pourrait être un référendum, c'est-à-dire l'organisation des pouvoirs locaux, oui. Oui, quels impôts pour les communes, quels impôts pour les départements. Oui, parce que je pense je rappelle qu'on a un système fiscal local qui date d'il y a 60 ans. Il me semble que le monde a changé depuis 60 ans. La question du dérèglement climatique... On a encore un système fiscal, pardon, je le dis au passage, qui est basé sur le foncier, quand dans le même temps on fait une loi pour faire du zéro artificialisation. Quelqu'un peut m'expliquer où va être la dynamique des bases? Déjà, la dynamique des bases, moi je... Oula. Non mais, en fait, plus vous construisiez, plus vous aviez de bases imposables. Ah d'accord. Si vous dites, je fais plus de construction, vous allez être dans un pays où la démographie va décroître. Vous aviez des dotations globales des collectivités qui étaient basées sur la démographie croissante. On fait comment? Donc on a bien entendu, l'idée pourrait être un référendum sur les finances locales, quel impôt va acquis. Est-ce qu'on pourrait avoir un référendum, par exemple, sur quelque chose qui pose globalement la question de notre système social? C'est quelle est la part qu'on consacre au social, quelle est la part salaire, entreprise et autre chose? Ça me paraîtrait quelque chose d'assez intéressant. Marc Fesneau, avant de ce que propose Gabriel Attal. Mais, donc vous êtes... je ne me cherche pas à m'éloigner de... Non, mais c'est peut-être le début de quelque chose qui peut arriver. En effet, avant de recevoir l'invité qui va débattre face à vous, on va parler des menaces de Donald Trump, qui veut augmenter les droits de douane pour tous les produits européens qui entreront aux États-Unis. L'agriculture, on en parlait tout à l'heure, risque de le payer cher. Elle l'a déjà payé cher. Et elle peut continuer à le faire. Est-ce que l'Europe doit en retour faire la même chose? Oui. C'est-à-dire? Il faut des mesures de rétorsion. S'il fait ça, il faut des mesures de rétorsion. Augmenter les droits de douane de tout ce qui vient des États-Unis? Bah oui, ça vous étonne? Non, je vous pose la question. Il faut qu'on arrête d'être des naïfs ou des herbivores dans un monde de carnivores. Y compris sur le gaz naturel, y compris sur les aliments qui viennent pour les bestiaux des États-Unis. Mais à ce jeu-là, à la vérité, tout le monde a à perdre. C'est-à-dire que je trouve que dans l'histoire de l'humanité courte sur les échanges, les périodes de protectionnisme n'ont jamais été des périodes très bonnes en suivant. Mais il faut répondre quand même. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Est-ce qu'on a les reins assez solides? Alors, c'est les mêmes questions que vous posez au fond, en écho. C'est le moment pour l'Europe de montrer qu'elle est unie et que l'Europe est l'Europe. Et que nous sommes qui parle? Une puissance... Sur la von der Leyen qui va faire le bras de fer avec Donald Trump, vous croyez? Non, mais Mme von der Leyen, elle procède quand même de gens qui peuvent aussi lui donner... Enfin, il y a quand même 27 chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République, comme vous le savez, a parfois porté assez haut... Mais ça ne l'a pas empêché de signer le Mercosur malgré l'opposition de certains pays. Oui, très bien. Après, il y a un processus de validation, on n'y est pas encore. Enfin, n'empêche. Oui, d'accord. Mais il y a un moment, on peut lui mettre des barrières à Mme von der Leyen aussi. Je pense que c'est un moment important pour la conscience européenne, à la fois sur le sujet commercial, mais c'est un sujet important sur la question de défense et de sécurité. Parce que manifestement, le sujet de Donald Trump n'est pas... Reconnaissons que Barack Obama et Joe Biden, un peu plus peut-être, n'étaient pas très allants là-dessus non plus. Le sujet de la sécurité et de la défense européenne, si les Européens ne s'en chargent pas eux-mêmes, on va avoir un problème devant nous. Face à vous maintenant, donc, un avocat défenseur des agriculteurs, vous qui étiez il y a quelques mois encore ministre de l'Agriculture, Timothée Dufour, dont le portrait est signé Marco Pommier. Face à vous, Marc Fesneau, l'avocat des champs, aux côtés de ceux qui nous nourrissent. Je suis un enfant de Dordogne. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Je vis et travaille à Paris. Je suis avocat, je suis paysan. Son combat, il le mène dans les prétoires pour défendre la cause paysanne, défendre les projets agricoles.
Spécialiste sur les questions de surtransposition des directives européennes, il est aussi chevalier de l'Ordre du Mérite agricole. Ses dossiers choquent, il en parle dans ce livre La Défense et dans Le Prêt. Ce soir, Marc Fesneau, il vous interpelle sur les distorsions de concurrence, alors que les filières noisettes et betteraves réclament la réintroduction d'un insecticide dangereux pour les abeilles, interdit en France depuis 2018, mais autorisé en Europe jusqu'en 2033. Dans son viseur aussi, les contrôles des exploitations par les agents de l'OFB, l'Office français à la biodiversité. Quant au litige autour des projets agricoles, notre invité défend la cohabitation. Il m'arrive de me demander si un jour nous arriverons les uns et les autres à nous entendre. Les agriculteurs et les néo-ruraux, les chasseurs et les animalistes, les hommes de la terre et les écologistes. Face à vous, Timothée Dufour. Timothée Dufour que nous accueillons sur ce plateau. Bonsoir Timothée Dufour. Je vous laisse saluer le ministre. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Et vous avez 9-10 minutes face à Marc Fesneau. Vous voulez commencer par quoi? Bien, écoutez, tout d'abord, dire que c'est un plaisir de revoir Monsieur le ministre, de lui dire également que on n'a jamais autant parlé d'agriculture depuis plus d'un an, depuis janvier 2024. Le projet de loi d'orientation agricole était déjà en gestation sur le bureau de Monsieur le ministre il y a un peu plus d'un an. Et en parcourant tout simplement la presse régionale la semaine dernière, je suis tombé sur 3 sujets et je me suis dit que c'était peut-être 3 sujets qui permettraient d'alimenter ce petit débat. Alors ce n'est pas du tout de la contradiction, c'est plutôt pour alimenter une réflexion. Le premier sujet, cher Marc Fesneau, c'est sur la question des phytosanitaires, ce qu'on pourrait appeler les médicaments pour nos plantes. Les Français ont découvert en novembre dernier les difficultés de la filière noisette. Ils ont entendu parler d'acétamipride, une molécule qui est autorisée en Allemagne mais que nous avons fait le choix d'interdire en France. Il y a plus d'un an, le gouvernement français avait dit « nous ne reviendrons pas en arrière ». La semaine dernière, le gouvernement a fait le choix de réintroduire cette molécule par dérogation. Monsieur le ministre, cher Marc Fesneau, est-ce qu'il aurait fallu finalement voter cette loi plus tôt? Est-ce que vous allez la voter? Jusqu'où faut-il aller? Vous êtes trop connaisseur du sujet pour ne pas introduire quelques nuances dans ce que vous êtes en train de dire. La France a voté, et ça c'était une erreur, une loi qui est une pure surtransposition européenne, parce qu'elle a interdit une molécule qui est autorisée au niveau européen. Je pense que l'essentiel des surtranspositions ne sont pas des surtranspositions de lois interdisant des molécules, mais les autorisations de mise sur le marché qui dépendent d'agences, elles, nationales, et qui font que les conditions d'utilisation des molécules ne sont pas du tout les mêmes. Alors, les climats ne sont pas pareils, on peut se raconter ça aussi, mais quand même qui sont très différentes d'un pays à un autre. Et c'est quand même, quand on est dans un marché unique, on n'est pas les mêmes produits. Sur les médicaments, globalement, vous avez une forme d'homogénéité, encore que... Mais enfin, quand même, vous avez plus d'homogénéité sur ce sujet-là. Deuxième élément... y compris dans les études récentes sur les néonicotinoïdes, personne ne conteste qu'il y a quand même un sujet vis-à-vis des insectes. C'est d'ailleurs pourquoi l'Union européenne a interdit d'enrober les graines en pulvérisation et a autorisé, avec des conditions beaucoup plus drastiques d'usage, l'utilisation de l'acétamipride. Donc ne faisons pas non plus rêver sur quelque chose, ce que vous ne faites pas, mais il faut qu'on dise les choses en conscience aux agriculteurs. À terme, on va sortir des néonicotinoïdes en Europe. C'est ça ce qui va se passer. Donc, qu'on puisse regarder la situation de filières particulières, et comme vous savez, j'ai essayé de regarder les situations de filières particulières. C'est une chose, mais qu'on introduise l'idée qu'on va réintroduire des molécules dont la trajectoire, pas nationale, mais nous on a été trop vite, mais la trajectoire européenne est une trajectoire de réduction et à terme de suppression. Vous regardez les conditions d'utilisation de l'acétamipride, qui ont été décidées par l'Union européenne, vous dites dans le reportage 2033, mais enfin c'est 2033 avec des conditions d'usage très réduites. Pas la même chose que ce qu'on dit sur le glyphosate. Où là, pour le coup, la Commission, les agences de sécurité sanitaire européennes ont été beaucoup plus claires sur les risques et les non-risques, surtout. Et donc, ce que je ne veux pas, c'est qu'on dise grand retour en avant, grand retour en arrière, parce qu'au fond, de toute façon, on a une trajectoire, oui, donc il faut qu'on trouve des alternatives. On a entendu. La parole est à la Défense. Distorsion de concurrence, en réalité, je pense que maintenant tout le monde est au clair. C'est bien d'ailleurs qu'on ait progressé de ce point de vue. Enfin, on prononce le terme. En un an et demi, on a réussi à progresser.
La question que je me pose quand même, Monsieur le Ministre, avant qu'on passe au deuxième sujet, c'est qu'au-delà de l'acétamipride, au-delà de cette molécule, est-ce qu'il ne faut pas que le critère de la distorsion de concurrence soit un critère suffisant qui nous permette de réautoriser des molécules dont on aurait fait le choix de les introduire, tout simplement parce que le droit européen, qui est au-dessus, si je puis dire, les autorise? Mais le problème, je vais vous dire, pour le régler, c'est qu'il faut que le droit européen soit vraiment au-dessus. En France, vous ne pouvez pas changer un étiquetage sans une validation, vous allez au contentieux, vous le savez comme moi, vous perdez. On s'amuse à faire des étiquetages, mais ils ne s'appliquent pas aux autres pays. Pardon, des fois, j'ai été désespéré de voir des obligations d'étiquetage français qui ne s'appliquent qu'à la France. Et pas aux produits venant d'Italie ou d'Espagne qui viennent en France. Bon. J'aimerais que sur ces sujets, qui sont des sujets sérieux, c'est des sujets sanitaires, c'est des sujets de santé publique, c'est des sujets de préservation de la biodiversité, c'est des sujets de protection des plantes et de compétitivité des filières. Il me semble que la logique voudrait qu'on ait une agence européenne et des autorisations européennes. Voilà, c'est clair. Alors, Timothée Dufour, parlons des agences, des contrôles. En parlant d'agence, Monsieur le Ministre, en parlant de l'agence, je dois reconnaître, en tant qu'avocat, je vois dans beaucoup de dossiers des disproportions manifestes dans l'intervention de certains agents dits de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas généraliser. Je le dis d'ailleurs dans un chapitre, il faut une cohabitation. Il faut que les agriculteurs et la profession agricole et les services de l'État puissent s'asseoir autour d'une table. Vous l'avez impulsé, Monsieur le Ministre, avec ces chartes, notamment en janvier, en disant qu'il fallait signer des chartes dans chaque département entre l'OFB, la profession agricole. Ça n'a pas encore été fait, il faut le faire. Pour autant, il y a une telle défiance, Monsieur le Ministre, depuis maintenant plusieurs mois. Une telle défiance. Ma question, elle est très simple. Cet Office français de la biodiversité, créé 1er janvier 2020, si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'il ne faut pas repartir à zéro? Est-ce qu'il ne faut pas créer quelque chose de toute pièce, en accord, et j'allais dire en co-construction avec les différents acteurs? Alors je vais vous dire, c'est pas comme ça que vous le décrivez vous, mais je vais vous dire ce que je sens moi. Je n'aime pas qu'on vienne attaquer des agents de l'OFB. Comme je n'aime pas qu'on vienne, parce qu'il y a un cas d'un agriculteur qui s'est mal comporté, disent les agriculteurs sont tous ceci, les agents de l'OFB ne sont pas tous ceci, ça n'est pas vrai. Cette recherche permanente dans ce pays de bouc émissaire, et ça change de bouc émissaire, m'insupporte. Il y a la question du port d'armes aussi. Hein, Attendez. Mais on y reviendra. Deuxième élément, on a besoin d'une police de l'environnement. Je rappelle que une grande partie de ce que fait l'OFB, c'est des contrôles sur plein de choses, le braconnage, des contrôles sur les espèces qu'on fait faire venir dans nos frontières, qui sont des espèces... Qualité des rivières, par exemple. C'est la qualité des rivières, c'est le comptage de tel ou tel type d'espèces. C'est eux qu'on a en permanence, et moi j'ai demandé à ce qu'ils soient préservés dans ces missions, parce que je pense que c'était utile, et ça ne les arrange pas forcément d'aller constater les dégâts faits sur le loup, parce que c'est bien qu'il y ait une présence humaine auprès d'un agriculteur qui est victime de la prédation. Donc tout ça, je trouve que cette façon qu'on a eue là, ces derniers temps, parfois de taper sur des gens... Timothée Dufour, il faut tout remettre à plat quand même. Et de généraliser... Il faut tout remettre à plat. Pour remettre la confiance. Pour remettre la confiance. Deuxième élément, je pense que si les règles sont bêtes, il faut changer les règles et pas changer celui qui les contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des règles qui sont bêtes. C'est ce que j'ai essayé de faire. D'ailleurs, des lois, des règlements qui tombent... Je vais vous expliquer un exemple très concret. Vous avez le massif des morts, massif de l'Estérel. Vous avez la tortue d'Herdman. Bon. Vous avez deux lois qui viennent se contredire. La première, c'est les obligations légales de débroussaillement. Si vous ne les faites pas, vous êtes verbalisable par l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Pourquoi? Parce que ça vient empêcher les incendies de forêt. Sauf que si vous débroussaillez, vous détruisez un habitat potentiel d'une espèce protégée. Et donc vous êtes verbalisable par les mêmes agents. Oui, les pauvres agents de l'OFB, ils ne savent plus où donner de la tête. Donc ils sont aussi... Alors après, qu'on puisse regarder sur la pratique du contrôle, sur la phase... Il faut qu'on arrive à retrouver, c'est ce que nous partageons, je crois, et qu'on a la même volonté, à un moment, il faut qu'on arrive à se parler. Il y a besoin de contrôle, parce qu'il y a des règles. S'il n'y a pas de contrôle, ça veut dire qu'il n'y a plus de règles. Mais ce que dit Timothée Dufour, c'est le vivre ensemble un peu. Mais c'est la question de la confiance. Oui. Et alors justement, Monsieur le Ministre, on y vient. Et pour moi, c'est le dernier aspect, peut-être le plus important. Tout le monde, je pense, a été affecté au niveau de la profession agricole lorsqu'on a réalisé la semaine dernière qu'un petit élevage de porcs, 400 cochons, Marc Fesneau, 400 cochons dans le Doubs, sur paille, label rouge, ce qu'on appelle l'élevage de proximité, ce petit projet a été en réalité abandonné. Pourquoi? Parce que le maire a renoncé face à la multiplication d'associations, d'opposition par des collectifs structurés, organisés. Et ça pose question, parce qu'en effet, en parlant de cohabitation, je veux du dialogue. Mais pour autant, Monsieur le Ministre, je vais poser une question un petit peu cash. Toutes ces associations qui se sont multipliées
aux frais, si je puis dire, du contribuable, qui touchent des rescrits fiscaux, des subventions, et qui finalement, avec cet argent public, viennent attaquer nos projets agricoles, viennent se constituer partie civile dans des affaires où, encore récemment, pour une histoire de destruction d'espèces protégées, on demandait jusqu'à 600 000 € de dommages et intérêts. Est-ce qu'il ne faut pas, monsieur le ministre, au-delà du Varenne des normes, au-delà de ce dialogue, est-ce qu'il ne faut pas aussi quand même légiférer pour favoriser et imposer le dialogue ? Une réponse rapide. Vous êtes trop fin connaisseur pour ne pas savoir que c'est ce qu'il y a dans la loi d'orientation agricole en partie. Hein. Parce que le fait de chanter un niveau de recours, le fait de dire qu'il faut avoir pas la capacité, c'est-à-dire que vous faites un premier recours, puis vous dites, au fait, j'ai oublié de vous donner une pièce et vous regagnez 6 mois. Parce que qu'il y ait une possibilité de recours, c'est pas un avocat que je vais le dire, c'est normal. La vérité, c'est que ceux qui se servent, et là aussi je le dis à un avocat, ceux qui se servent de la loi, non pas pour faire respecter la loi, mais pour juste décourager le projet, ça c'est un problème. Quand vous avez dans le Finistère des éleveurs, moi j'avais un jeune éleveur qui voulait prendre un élevage de porc, et en fait tout le processus a été un processus de découragement, parce qu'on va de recours en recours, de contentieux en contentieux, et à la fin, la question n'est pas l'application de la loi, mais la question c'est juste de décourager, ça c'est un problème, et ça faut changer la loi. Et là-dessus vous êtes d'accord. Merci Timothée Dufour d'être venu débattre pendant quelques minutes avec Marc Fesneau. Dernière question, une chacun. Clément Méric. Oui, François Bayrou vous a consulté, vous et les autres présidents de groupe du Socle commun la semaine dernière, sur une révision de la loi Paris-Lyon-Marseille. C'est la loi qui fixe un peu les modes de scrutin au municipal dans ces 3 villes. Est-ce que vous êtes favorable à une révision de cette loi à 1 an des municipales? Est-ce qu'il y a un consensus dans le Socle commun sur ce sujet? Oui, je suis favorable, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez original dans un scrutin que, alors, pour le coup, personne ne vraiment comprend. Hein. Sur le mode de scrutin parisien, Lyon-Marseille est un peu compliqué. Donc plutôt favorable. La question, c'est est-ce qu'on peut trouver un chemin de consensus? C'est ça la question. Est-ce qu'il y en a un consensus dans le Socle commun? Je n'ai pas encore eu un échange vraiment précis avec le sujet. Alors, on est un peu séquentiel, pardon. Donc on a un sujet budgétaire. Il faut attendre un petit peu. Mais c'est une question démocratique quand même, de la façon dont on est élu maire dans une grande ville comme ces 3 grandes villes. Audrey Tison. Élection législative partielle à Boulogne-Billancourt. On est dans l'entre-deux tours. Second tour entre une candidate Les Républicains et un candidat Horizon, qui sont partis donc dispersés. Vous choisissez qui? Moi, je vais vous dire, quand il n'y a pas d'union à ce point-là, quand d'ailleurs on nous avait fait l'union il y a 6 mois, donc on va regarder avec les instances locales ce qu'elles souhaitent. Il y avait aussi un candidat du camp macroniste Renaissance. Oui, mais ça c'était au premier tour. Oui. Mais il y avait 3 ou 4 candidats. 4. Qui pouvaient se réclamer. Vous choisissez qui? Le Républicain ou les Horizons? Non, mais je vais réunir les collègues à l'Assemblée. Permettez que je ne fasse pas ça comme ça. Oui, mais il nous reste 30 secondes. Je vais en parler avec les gens des Hauts-de-Seine. C'est idiot. Mais je vais en parler avec les instances. Vous ne préférez pas plutôt Horizon qu'il est LR? Parce que Horizon, c'est quand même. Mais moi, je ne participe pas d'une querelle. Alors maintenant, au fond, il n'y a plus d'enjeu majeur. Mais je trouve qu'il y a un écart très élevé entre le candidat. Après, on aurait peut-être pu écouter Pierre-Christophe Baguet, reconnaissons-le, qui à Boulogne est maire et avait soutenu Stéphane Séjourné. Ça aurait peut-être facilité les choses. C'est le suppléant de la candidate LR. En tout cas, oui, absolument. Du coup, oui. Alors, en tout cas, donc vous dites c'est celui qui est arrivé en tête, c'est-à-dire il y a une logique, mais ceci dit, il y a 2 candidats. Mais donc, oui, mais celui qui est arrivé en tête, si c'est les LR, c'est pas grave. Je rappelle que c'était un accord LR En Marche qui avait produit l'élection de Stéphane Séjourné. Personne ne va s'offusquer d'un accord avec les LR maintenant dans les Hauts-de-Seine, j'espère. Pour moi, c'est qu'il y avait un accord LR quasi total. Au moins, c'est clair. Merci. Merci Marc Fesneau d'avoir accepté notre invitation dans l'Indice et politique. Il y avait beaucoup de choses à évoquer aujourd'hui, tellement l'actualité est là, avec ces 2 49.3 donc déclenchés aujourd'hui par François Bayrou et qui n'ont pas fini de faire parler. Rendez-vous lundi prochain et bonne soirée sur la chaîne parlementaire.